n'est pas confus. Tu évites une décision. C'est une phrase dure à entendre, mais c'est souvent la vérité. Je me souviens m'être assise par terre dans ma chambre à 2 heures du matin, il y a 3 ans. J'avais 17 onglets ouverts sur mon ordinateur. Meilleure carrière pour les créatifs. Comment connaître sa passion? Guide du mode de vie minimaliste. Compétences très recherchées à apprendre en 2021. J'avais mal aux yeux, mal à la tête. J'étais épuisée d'avoir trop réfléchi. Et je me suis mise à pleurer. Pas des pleurs tristes, des pleurs de frustration. Parce que j'essayais de comprendre ma vie depuis des mois. Et j'étais plus perdue que jamais. Et qu'as-tu fait le lendemain? Rien. J'ai ouvert de nouveaux onglets. Exactement. La réflexion ne s'est pas arrêtée. La recherche ne s'est pas arrêtée. Mais la vie, elle, s'est arrêtée. C'est le schéma caché. Les gens ne se sentent pas perdus parce qu'ils manquent d'informations. Ils se sentent perdus parce qu'ils ont confondu penser et avancer. Bon retour dans Deep Dive. Je suis Emma. Et je suis Georges. Aujourd'hui, nous parlons de ce sentiment. Celui qui vous suit sous la douche, dans la voiture, dans les moments de calme avant le sommeil. Celui qui chuchote. Tu devrais savoir où tu vas, à l'heure qu'il est. Et nous ne sommes pas là pour vous faire un câlin et vous dire que tout ira bien. Parce que honnêtement, ça ne m'a jamais aidé. Non. Nous sommes là pour le comprendre. Psychologiquement, honnêtement, parfois inconfortablement. Parce que le sentiment d'être perdu n'est pas un mystère. Il a des causes, il a des schémas, et il a une issue. Nous allons voir pourquoi trop de choix nous paralysent. Pourquoi les réseaux sociaux nous font sentir petits. Pourquoi attendre la clarté nous maintient coincés. Et pourquoi le sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit. Et à la fin, vous aurez une image claire. Pas de tout votre avenir, mais de votre prochaine étape. Commençons. Georges, je veux décrire un jour précis. Parce que je pense que le sentiment était plus facile à comprendre quand on le voit dans la vie réelle, pas en théorie. Bien, décris-le. Le 12 octobre 2021. Je me souviens de la date parce que c'était la fête de fiançailles de mon amie. J'étais contente pour elle. Vraiment. Mais pendant la fête, je suis allée aux toilettes. Et je suis restée là, à me regarder dans le miroir. Et j'ai pensé, elle sait. Elle sait à quoi ressemble sa vie maintenant. Elle sait avec qui elle va passer sa vie. Elle sait où elle va. Et toi, tu ne le savais pas. Non. Je suis retournée à la fête. J'ai souri. J'ai pris des photos avec elle. Mais à l'intérieur, je me sentais vide. Comme si je portais le costume d'une personne fonctionnelle. Je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait défiler les pages. Pendant 2 heures. À ne rien regarder. À éviter tout. C'est un exemple puissant. Et je veux nommer quelque chose d'important. Tu ne te sentais pas comme ça parce que tu échouais dans la vie. Tu te sentais comme ça parce que tu n'avais pas de direction. Il y a une différence. Explique-moi cette différence. L'échec concerne le passé. C'est regarder en arrière et se dire « J'ai fait quelque chose de mal. J'ai fait une erreur. » Se sentir perdu concerne l'avenir. C'est regarder devant et se dire « Je ne vois pas de chemin. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape. » Les sensations sont similaires, mais ce n'est pas la même chose. Donc je n'échouais pas. J'étais juste sans ancrage? Oui, sans ancrage est un bon mot. Tu flottais.
Et flotter en eau libre, ça va un moment. Mais à un moment donné, tu regardes autour de toi et tu réalises que tu ne te déplaces vers rien. Et ça crée de l'anxiété. Et l'anxiété te donne envie d'attraper quelque chose. N'importe quoi. Alors tu attrapes ton téléphone. Tu attrapes une nouvelle idée. Tu attrapes une formation que tu ne finiras jamais. Tu attrapes des distractions. Parce que la distraction donne l'impression d'un mouvement. Mais ce n'en est pas un. C'est juste tourner en rond. J'ai commencé tellement de choses cette année-là. J'ai acheté un ukulélé. Je me suis inscrite à un cours de programmation. J'ai téléchargé une application de méditation. J'ai lu des livres de développement personnel. J'ai fait tout sauf choisir. Tu étais occupé. Mais tu n'avançais pas. Et c'est une vérité difficile à accepter. L'activité n'est pas le progrès. C'est inconfortable à entendre, parce que je me disais que je travaillais sur moi-même. Mais en réalité, je m'occupais juste les mains pour ne pas avoir à faire face à l'espace vide. C'est honnête. Et c'est par là que nous commençons. D'accord. Donc si je n'avançais pas, pourquoi je n'avançais pas? J'avais de l'énergie. J'avais des idées. Je voulais une belle vie. Alors, qu'est-ce qui m'a arrêtée? Un facteur majeur. Trop d'options. Tu n'étais pas à un carrefour avec 2 chemins. Tu étais au milieu d'une ville avec 1000 rues et pas de carte. C'est exactement comme ça que je le ressentais. Accablant. Comme si je choisissais une chose, je fermais la porte à tout le reste. Les psychologues appellent cela le paradoxe du choix. Barry Schwartz en a parlé. L'idée est simple. Un peu de choix, c'est bien. 10 options au restaurant? Très bien. 100 options? Là, tu es stressé. Parce que tu as peur de mal choisir. Oui. Et aussi parce que chaque choix a un coût. Si tu choisis de devenir graphiste, tu ne deviens pas médecin, musicien, enseignant, chef cuisinier, pilote. Dans un monde avec peu d'options, ce n'est pas grave. Dans un monde avec d'innombrables options, cela ressemble à une perte. Donc mon cerveau voyait chaque choix comme la perte de centaines d'autres vies. Exactement. Et ton cerveau déteste la perte. Il est câblé pour l'éviter. Alors, au lieu de choisir et de perdre, il ne fait rien. Il se fige. Se figer semble plus sûr. C'est vrai. Mais c'est une illusion. Se figer, ce n'est pas la sécurité. C'est mourir lentement de faim entouré de nourriture, parce que tu n'arrives pas à décider quel plat cuisiner. C'est inconfortable. Mais vrai. Laisse-moi te donner un exemple concret. J'ai travaillé avec quelqu'un. Appelons-la Marie. Marie avait un peu plus de 30 ans. Intelligente, compétente, diplômée. Elle voulait changer de carrière. Elle avait 7 secteurs différents à l'étude. La technologie, l'éducation, le non-marchand, l'administration de la santé, l'écriture indépendante, le coaching et créer sa propre entreprise. 7. C'est beaucoup. Ça l'est. Et Marie a passé 6 mois à rechercher chacun d'eux. Elle a fait des tests en ligne. Elle a lu des forums. Elle a fait des entretiens d'information. 6 mois. Et à la fin, elle était exactement là où elle avait commencé. Pas de travail, pas de direction, juste plus d'informations. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a finalement admis quelque chose. Elle ne faisait pas des recherches pour trouver la bonne réponse. Elle faisait des recherches pour éviter d'avoir à choisir. Parce que choisir, c'est prendre un risque. Choisir, c'est possiblement échouer.
Faire des recherches donne l'impression d'être productif, mais ça ne te coûte rien. J'ai fait ça pour apprendre l'espagnol. J'ai passé des semaines à chercher la meilleure application, le meilleur cours, le meilleur emploi du temps. Le temps que j'ai fini mes recherches, j'avais perdu tout intérêt. Tu n'as jamais touché à la langue. Jamel, C'est la paralysie de la décision en action. Tu avais trop de façons d'apprendre, donc tu n'as rien appris. alors, quelle est la solution? Il faut juste choisir au hasard. Pas au hasard, mais délibérément, en comprenant que ton premier choix n'est pas ton choix final. Tu ne signes pas un contrat à vie. Tu choisis juste une direction dans laquelle marcher pendant un certain temps. Choisir quelque chose. Bouger. Ajuster plus tard. Oui, la direction d'abord. La perfection, jamais. Donc je suis figée par trop de choix. Mais ce qui empire vraiment les choses, c'est de regarder les autres. Je veux te raconter un autre moment. L'année dernière, j'étais dans un café, seule, à faire défiler Instagram. Et j'ai vu une publication d'une femme avec qui j'étais à l'université. Elle était devant un tableau blanc dans un bureau moderne. La légende disait « Deuxième année à la tête de mon propre studio de design ». Reconnaissante pour ce parcours. Et comment t'es-tu sentie? Instantanément petite. Comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. J'ai regardé autour de moi dans le café. J'étais en survêtement. J'avais un travail à temps partiel qui n'avait pas d'importance. Je buvais un café à 4 dollars que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Et elle était... elle. Tu as comparé tes coulisses à sa vitrine de meilleurs moments. Je le sais logiquement. Mais ça n'avait pas d'importance. Le sentiment était réel. Et il est resté avec moi pendant des jours. C'est parce que le sentiment n'est pas logique. Il est émotionnel. Et il vient d'une partie très ancienne de ton cerveau. Explique ça. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, ta survie dépendait de ta position dans le groupe. Si tu avais un statut inférieur, tu avais moins de nourriture, moins de protection, moins de chances de te reproduire. Alors ton cerveau a développé un radar hypersensible pour savoir où tu te situes par rapport aux autres. Donc, quand je vois sa réussite, mon cerveau primitif pense « Danger, tu prends du retard, tu pourrais ne pas survivre. » Exactement. Ton cerveau moderne sait que c'est juste Instagram. Mais ton cerveau primitif ne comprend pas Instagram. Il voit une rivale réussir et sonne l'alarme. Et l'alarme est terrible. Elle l'est. Et les réseaux sociaux sont conçus pour la déclencher. Les plateformes te montrent le contenu le plus impressionnant, le plus engageant, car cela te fait continuer à faire défiler. Ils nourrissent littéralement ton instinct de comparaison. Donc je ne suis pas faible de ressentir ça. Je suis humaine. Tu es humaine. Mais tu es aussi responsable de la gestion de ce sentiment. Tu ne peux pas blâmer ton cerveau, mais tu peux changer ton environnement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, arrête de regarder. Sérieusement, tu te souviens du dossier de comparaison sur ton téléphone? Celui dont tu as parlé? J'en ai un, oui. Tu dois le supprimer. Pas le ranger. Le supprimer. Parce que chaque fois que tu l'ouvres, tu entraînes ton cerveau à se sentir inadéquat. Tu renforces l'habitude de la comparaison. C'est direct. C'est voulu. Tu ne garderais pas une boîte de nourriture pourrie dans ta cuisine et tu te demanderais pourquoi tu te sens mal.
Ne garde pas une collection de choses conçues pour te faire sentir petit. D'accord. Je le supprime après cet enregistrement. Bien. Maintenant, voici autre chose. James Clear, qui a écrit Un rien peut tout changer, en parle. Il dit Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes. Ton objectif est d'arrêter de comparer. Ton système doit être supprimer les déclencheurs. Le système avant la volonté. Toujours. La volonté est limitée. L'environnement est permanent. D'accord. Donc je suis figée par le choix. Je suis empoisonnée par la comparaison. Mais en dessous de tout ça, il y a quelque chose de plus profond. Quand je me demande qu'est-ce que je veux vraiment, je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse. C'est comme si la pièce était vide. C'est la confusion identitaire. Et ce n'est pas que tu n'as pas d'identité, c'est que ton identité n'est pas claire. Elle est diffuse. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ça veut dire que tu ne t'es pas engagé dans assez de choses assez longtemps pour qu'une identité se forme. L'identité n'est pas quelque chose que tu trouves dans ta tête. C'est quelque chose qui se solidifie à travers l'action, avec le temps. Donc je ne peux pas trouver qui je suis en réfléchissant. Non, tu dois agir pour y arriver. Laisse-moi expliquer. Je t'écoute. Imagine deux personnes. La personne A passe 1 an à réfléchir pour savoir si elle est créative. Elle lit des livres sur la créativité. Elle suit des artistes sur Instagram. Elle écrit dans son journal sur son blocage créatif. À la fin de l'année, elle a des pensées sur la créativité. Mais elle n'a rien créé. C'est moi. La personne B passe 1 an à dessiner 20 minutes par jour. La plupart du temps, c'est mauvais. Parfois, c'est correct. Elle ne se demande pas si elle est créative. Elle dessine, c'est tout. À la fin de l'année, elle a un carnet de croquis plein de dessins. Qui se connaît le mieux? La personne B, parce qu'elle a des preuves. Exactement. Elle a des données. Elle s'est vue se présenter. Elle a vu ce qu'elle fait quand elle est fatiguée, quand elle est inspirée, quand elle est frustrée. C'est ça, l'identité. Ce n'est pas un sentiment. C'est un enregistrement de tes choix. Donc j'attendais de me sentir comme quelqu'un avant d'agir comme quelqu'un. Oui, et c'est à l'envers. Tu agis, et le sentiment suit. Cal Newport en parle. Il dit « La passion n'est pas quelque chose que l'on suit. C'est quelque chose qui vous suit à mesure que vous maîtrisez quelque chose de valable. » Donc je n'ai pas besoin de trouver ma passion. J'ai besoin de faire quelque chose, de devenir compétente, et la passion viendra peut-être plus tard. Elle viendra peut-être. Ou peut-être que tu découvriras que tu aimes le processus sans jamais te sentir passionné. Et ce n'est pas grave non plus. C'est un soulagement, parce que la passion a toujours semblé être trop de pression, comme si j'avais besoin d'être obsédée. La passion est surévaluée. La constance est sous-évaluée. Cela m'amène à un schéma que je vois chez moi. J'attends. J'attends de me sentir prête. J'attends d'avoir un plan clair. J'attends d'être sûre. La clarté vient après l'action, pas avant. C'est une phrase difficile à accepter. Elle l'est. Parce que ça signifie que l'attente est le problème. Explique pourquoi nous faisons ça. Pourquoi attendons-nous? Parce que l'action est risquée. L'action te rend vulnérable. Si tu essayes quelque chose et que tu échoues, tu as la preuve que tu as échoué. Si tu n'essayes jamais, tu peux garder le fantasme en vie. Le fantasme que je pourrais être bon dans ce domaine.
Si seulement j'essayais. Exactement. Le fantasme est sûr. La réalité est dangereuse. Alors ton esprit te protège en disant « Attends d'être prêt. Attends d'en savoir plus. Attends que les conditions soient parfaites. Mais les conditions ne sont jamais parfaites. Jamais. Et l'attente ne produit pas de clarté. Elle produit plus d'attente. J'ai un exemple précis. Il y a 2 ans, je voulais créer un petit blog. Rien de grand. Juste écrire sur les livres que je lisais. J'ai passé 3 mois à choisir un nom. 3 mois. J'avais une liste de 50 noms. J'ai demandé l'avis de mes amis. J'ai vérifié la disponibilité des noms de domaine. Je n'ai jamais écrit un seul article. Tu construisais une piste d'envol pour un avion qui n'a jamais décollé. C'est exactement ça. Je pensais que la préparation était le travail. Mais ce n'était que de l'attente déguisée en travail. Viktor Frankl, le psychiatre et survivant de l'Holocauste, avait une phrase. Il disait « Vis comme si tu vivais pour la deuxième fois et que tu avais agi aussi mal la première fois que tu es sur le point d'agir maintenant. C'est intense. Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire « Arrête de traiter ta vie comme une répétition. C'est la vraie vie. C'est la seule prise. Tu n'as pas droit à une seconde chance parce que tu as attendu le moment parfait. Donc si je savais que je n'avais qu'une vie, j'arrêterais d'attendre. Oui. Tu ferais le pas imparfait. Tu écrirais l'article imparfait. Tu lancerais l'entreprise imparfaite. Parce qu'une action imparfaite est infiniment meilleure qu'une inaction parfaite. C'est inconfortable. Parce que ça place la responsabilité sur moi. Je ne peux plus blâmer les circonstances. C'est la vérité. Tu peux rester dans la salle d'attente pour toujours. Personne ne te forcera à en sortir. Mais la porte est ouverte. Parlons du sens de la vie. Parce qu'en dessous de tout ça, je pense que c'est ce que les gens cherchent vraiment. Ils veulent que leur vie ait un sens. Oui. Et il y a une croyance commune que le sens est quelque chose que l'on trouve, comme un trésor. Tu cherches, tu le découvres, et puis tu l'as. C'est ce que je croyais. C'est une belle idée, mais elle est fausse et elle est nocive. Pourquoi nocive? Parce que si tu crois que le sens est quelque chose à trouver, alors quand tu ne le trouves pas, tu penses que tu ne cherches pas assez fort. Ou tu penses que tu es brisé. Tu continues à chercher, mais tu n'as jamais l'impression de l'avoir trouvé. Alors quelle est l'alternative? Viktor Frankl, encore une fois. Il a survécu au camp de concentration. Et il a observé quelque chose de crucial. Les personnes qui survivaient le mieux n'étaient pas nécessairement les plus fortes ou les plus saines. C'étaient celles qui pouvaient en trouver un sens à leur souffrance. Et elles ne l'ont pas trouvé en cherchant. Elles l'ont créé par leur attitude et leurs actions. Par la façon dont elles réagissaient. Oui. Frankl a dit qu'il y a 3 façons de trouver un sens. Premièrement, par la création d'une œuvre ou l'accomplissement d'un acte. Deuxièmement, par l'expérience de quelque chose ou la rencontre de quelqu'un, l'amour, la beauté, la connexion. Troisièmement, par l'attitude que l'on adopte face à la souffrance inévitable. Donc le sens est dans la réaction. C'est différent du message suite à passion. Complètement différent. Le message « Suis ta passion » dit « Trouve ce qui te fait vibrer et le sens suivra ». Frankl dit « Prends la responsabilité de quelque chose et le sens suivra ». La responsabilité, c'est un mot lourd. Il l'est, mais il est aussi très concret.
Quand tu es responsable de quelque chose, une personne, un projet, un rôle, tu as une raison de te lever. Tu as une direction. Tu comptes pour quelque chose en dehors de toi-même. Donc le sens n'est pas lié à se sentir bien. C'est lié au fait d'être important pour quelque chose ou quelqu'un. Oui. Et l'importance vient de la contribution, pas de la consommation. Ça m'aide. Mais je ressens toujours de la pression. Le mot but ou mission de vie me semble énorme. Comme si j'avais besoin d'une grande chose qui définisse toute ma vie. Ce n'est pas le cas. Tu as besoin d'une direction. Quelle est la différence? Un but est une destination. C'est un point précis que tu essaies d'atteindre. Je deviendrai PDG. Je gagnerai un prix. Je sauverai la forêt tropicale. Ce sont des buts. Et si tu ne les atteins pas, tu as l'impression d'avoir échoué. C'est beaucoup de pression. En effet, une direction est différente. Une direction est un cap. Ce n'est pas un point. C'est une façon d'avancer. Je veux être utile. Je veux créer des choses. Je veux mieux comprendre les gens. On ne peut jamais échouer dans une direction. Exactement. On peut seulement s'en éloigner. Et quand tu remarques que tu t'éloignes, tu ajustes. Donc si ma direction est être utile, je peux le faire de 1000 façons. Aujourd'hui, je peux aider un collègue. Demain, je peux faire du bénévolat. L'année prochaine, je pourrais trouver un travail qui consiste fondamentalement à aider. Oui. Et tout ça, ce sont des pas dans la même direction. Tu n'es pas perdu, tu avances. Ça semble plus léger? Plus possible. C'est normal. Parce que c'est réaliste. La plupart des gens n'ont pas un seul but dans la vie. Ils ont une direction dans laquelle ils continuent à marcher. Et avec le temps, ce chemin devient leur vie. Donc la question n'est pas quel est mon but dans la vie? C'est dans quelle direction ai-je envie de marcher? C'est la question. Et tu n'as pas à y répondre parfaitement aujourd'hui. Tu dois juste faire un pas dans cette direction. D'accord. Nous avons parlé des problèmes, la paralysie, la comparaison, l'attente, le sens. Maintenant, quelqu'un qui écoute se dit « Ok, j'ai compris. Mais qu'est-ce que je fais concrètement mardi matin? Bien. Rendons ça pratique. 5 étapes. Pas une refonte complète de la vie. Juste une remise à zéro. Première étape. Fais de petites expériences. Arrête d'essayer de trouver le but de ta vie. Commence à essayer des choses pendant 2 semaines. Écris 15 minutes par jour. Essaye un cours de yoga. Et une conversation avec quelqu'un dans un domaine qui t'intéresse. Petit, peu d'enjeux. Peu d'enjeux. Le but n'est pas la réussite. Le but est d'obtenir des données. Qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui t'a vidé? Qu'est-ce qui t'a fait perdre la notion du temps? Je peux faire ça. Je n'ai pas à m'engager pour toujours. Non. 2 semaines. Ensuite, évalue. Puis ajuste. Deuxième étape. Réduis les sources de comparaison. C'est non négociable. Cesse de suivre quiconque te fait sentir petit. Masque. Bloque. Supprime. Organise ton fil d'actualité pour qu'il te montre des choses qui t'aident à grandir, pas des choses qui te font rétrécir. Supprimer le dossier. Supprimer le dossier. Brûle-le. Ne regarde pas en arrière. Troisième étape. Réflexion hebdomadaire. Une fois par semaine, assieds-toi 15 minutes. Pose-toi 2 questions. 1. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui m'a semblé significatif? 2.
Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui m'a semblé être une perte de temps? Ça l'est. Mais avec le temps, des schémas émergent. Tu verras ce qui compte pour toi. Tu verras ce que tu évites. Tu auras des données sur ta propre vie. Quatrième étape. Une petite routine. Une seule. Fais ton lit tous les matins. Marche 10 minutes après le dîner. Lis une page d'un livre avant de dormir. Une petite chose que tu fais de façon cohérente. Pourquoi est-ce important? Parce que ça construit la confiance en soi. Chaque fois que tu tiens une petite promesse que tu t'es faite, tu prouves que tu es fiable. Et cette confiance en soi est le fondement de changements plus importants. J'aime ça. Je me suis fait des promesses à moi-même et je les ai rompues pendant des années. Recommencer petit pourrait reconstruire la confiance. C'est le cas. Cinquième étape. Concentre-toi sur le progrès, pas sur la clarté. Arrête de demander « suis-je sur la bonne voie ?» Demande-toi « ai-je avancé aujourd'hui ?» Le mouvement est l'objectif. La clarté est un effet secondaire. Donc la question n'est pas « où vais-je ?» C'est « est-ce que je marche ?» Oui. Marcher crée le chemin. Rester immobile ne crée que le doute. Georges, cette conversation a été différente pour moi. Pas plus douce, pas plus facile, mais plus claire. C'était le but. Je suis venue en pensant que j'étais brisée, que quelque chose n'allait pas chez moi, que tout le monde avait une carte et que j'avais perdu la mienne. Maintenant, je vois les choses différemment. Je ne suis pas brisée. Je suis juste en train de ne pas avancer. Je suis restée au carrefour à attendre un signe qui ne viendrait jamais. Le signe vient en marchant, pas en attendant. Alors à tous ceux qui écoutent, qui ressentent ce même poids, qui ont leur propre dossier secret, qui ont fait des recherches au lieu d'agir, qui ont attendu de se sentir prêts. Écoute, Vous n'êtes pas perdu parce que vous êtes brisé. vous êtes perdu parce que vous n'avez pas encore choisi une direction. Et la direction n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on construit, Pas à pas, choix après choix. jour après jour. Commencez à construire. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!